Vous allez écouter dans un instant Maxime Lachaud, écrivain, réalisateur et journaliste, spécialiste des musiques underground et des arts et de la littérature du sud des États-Unis. On lui doit Redneck Movies, Ruralité et dégénérescence dans le cinéma américain, aux éditions Rouge Profond, ou encore Potemkin et le cinéma halluciné, une aventure du DVD en France. En 2024, il publie Reflet dans un œil mort sur le Mondo Movie et les films de cannibales. Samedi 7 mars 2026, Maxime Lachaud présentait à la librairie Ombre Blanche Shock Roads, des cauchemars américains au film Rêve, paru aux éditions Timeless, dans lequel l'auteur revient sur les lieux de tournage souvent terrifiants de films horrifiques cultes, un voyage au cours duquel il a recueilli la parole de cinéastes et d'écrivains, tout en nous rapportant ses aventures rocambolesques où la réalité dépasse souvent la fiction. La rencontre était animée par Sébastien Guéraud, écrivain et animateur radio, spécialiste de l'horreur. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être venus aussi nombreux aujourd'hui en ce samedi donc pour présenter le livre de Maxime Lachaud, Shock Roads, qui est sorti, je l'ai prononcé correctement ? Ouais. Shock Roads, donc qui est sorti là tout récemment. Apparemment les exemplaires papier viennent à peine d'arriver, c'est tout. Ça sort c'est vraiment là, c'est la sortie en fait. Ouais, ça sort du four quoi. Voilà. Et donc du coup voilà donc. Je pense que directement, on peut te laisser la parole pour présenter ton propre livre, du coup. De quoi s'agit-il ? Oui, alors, c'est un projet de longue haleine. Hein. J'ai commencé à travailler dessus en 2021. Et il y a eu plusieurs étapes comme ça. Mais d'abord, il y a eu la lecture d'un livre de Christopher Priest, La fontaine pétrifiante, où il parlait justement des récits à la première personne. Et ça faisait un moment que ça me titillait de d'écrire un livre où ce serait entièrement à la première personne. Donc j'avais commencé à le faire un tout petit peu dans mon livre précédent, Potemkin et le cinéma halluciné. Et ça, d'abord, il y avait une envie de creuser cette écriture. C'est vrai que j'avais, je sais pas pourquoi, je pensais que c'était un peu auto-centré d'écrire à la première personne. Et au final, je pense que c'est tout à fait le contraire. C'est vraiment moi qui utilise beaucoup le matériau de l'interview, où je demande aux personnes de me parler d'eux à la première personne. Je trouvais du coup qu'il y avait beaucoup d'honnêteté, de vulnérabilité dans le fait de faire un récit où on se met à nu quelque part. Donc il y a eu alors ça c'était un premier déclic. Ensuite il y a déjà à travers mes livres précédents, il y avait l'envie de parler du cinéma différemment. J'ai toujours dans mes films, dans mes livres, intégrer quand même une écriture où le ressenti a de l'importance. Mais là, c'est vrai que je voulais changer la forme d'écriture et aller vers des carnets de voyage, en fait. Ça m'intéressait énormément parce que déjà pour rencontrer tous les artistes, les cinéastes, les écrivains qui m'ont beaucoup inspiré, je me suis déplacé. Et ces récits, je les avais jamais vraiment racontés. Et puis, il y avait les années passant, on s'aperçoit que ces personnes disparaissent aussi. Et que les lieux qu'on a visités, qu'on a pris en photo, ils n'existent plus non plus. Et du coup, tout ce matériau d'archives acquiert une qualité vraiment redoublée. C'est-à-dire c'est les seuls... si on prend des exemples dans le livre, donc je reviens sur des rencontres avec notamment certains cinéastes ou écrivains, mais même les lieux où ils habitaient, où ils exerçaient, tout ça n'existe plus. Et du coup, il y avait cette volonté aussi de travailler sur la ruine et le fantôme.
comme métaphore. Oui, donc simplement il faut rappeler aussi pour préciser un petit peu le cadre, parce qu'en fait donc c'est un travail, donc comme tu le dis, qui a commencé en 2021, le travail de rédaction, mais en réalité il s'agit d'un travail d'archivage qui remonte à il y a une vingtaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait au départ, bon je dis ça, je m'inclus un petit peu dans le process puisqu'on est animateur radio, toi tu es journaliste, etc. Donc il y a tout un travail de création multicarte, et c'est dans le cadre, ça a commencé à la fac si ma mémoire est bonne, dans le cadre de ta thèse, ça remonte à 2004, quelque chose comme ça, tu avais commencé une thèse sur l'auteur Harry Crews, l'auteur texan. En fait, il habitait en Floride, il est de Géorgie. Et c'est à partir de là où tu as fait tes premiers voyages aux États-Unis pour rencontrer Harry Crews, donc on était vers 2004-2005, et ça a été le début d'un process du coup de voyage, plus interview, plus rencontre, etc. Et donc après il y a eu la case fac, ensuite il y a eu toute la partie radiophonique, puis la partie écrivain, puis la partie où tu as commencé à faire des films, et toujours dans ces moments-là, il y a toujours eu des voyages, plus des interviews, plus des photos. Et donc en fait ce livre est je dirais le compendium, le récit presque chronologique. Il me semble qu'il y a un process chronologique dans les chapitres de tout ce parcours de rencontre et d'archivage. Je sais pas si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Il y a une sorte de chronologie de voyages qui a été important dans mon parcours. Mais il y a toujours la notion du voyage physique extérieur et aussi du voyage intérieur qu'on fait au contact de ces personnes-là, de leur univers. Et donc il y a toujours une dimension, il y a le réel et il y a ce que l'imaginaire crée avec le réel. Et c'est vrai que moi, dès le départ, parce que donc il y a dans le livre beaucoup de voyages dans le sud des États-Unis. Donc c'est vrai que j'avais fait ce livre sur l'écrivain Harry Crews, qui lui-même m'a amené un autre livre qui s'appelle Redneck Movies, où là je suis vraiment rentré dans tout ce qu'on appelait le gothique du Sud et tout le cinéma qui passait dans les drive-in aux États-Unis, qui était une culture complètement folle, immense. Là j'avais carrément bossé 8 ans sur ce livre-là. Et c'est vrai que donc il y a toutes ces étapes progressives, voilà. Et j'ai envie de dire que chaque personnalité m'amène encore à un stade où la confrontation entre l'imaginaire et le réel devient de plus en plus floue. Mais c'est vrai que même au début, quand j'ai rencontré Harry Crews, comme tu le dis, moi j'avais travaillé sur lui à la fac, donc je m'étais créé des univers. Oui. Et après on va sur place et c'est d'autres univers qui se mettent en place, mais en même temps la confrontation des deux qui crée encore quelque chose de plus fou auquel on ne s'attend pas. Et parce que moi en plus quand j'y suis allé, il était vraiment il était très malade déjà. Donc c'est vrai que quand on a des personnes qu'on mythifie un peu et là on se retrouve dans un quotidien à s'occuper de lui presque comme une infirmière en fait. Déjà ça crée un décalage. Mais de ça naissent des moments magiques. Avoir ces moments où voilà, il nous chante des airs de blues de son enfance, alors que juste avant, on lui a lavé ses dessous, parce que bon, voilà, c'était très compliqué. Il y avait une infirmière qui passait qu'une fois par semaine. Voilà, donc le livre, c'est aussi sur ces confrontations. Et pour moi, c'est aussi une manière de parler de tout. De tous ces rêves qu'on a dans la tête quand on lit des livres, quand on regarde des films, et qu'est-ce qui se passe quand on va sur place et qu'on se confronte au réel. Oui, je me souviens que c'était déjà le questionnement que tu avais dans ton premier livre sur Harry Crews, c'est-à-dire sur le fait que tu voulais rencontrer quelqu'un qui représentait une part d'imaginaire. Et ensuite, effectivement, il y a eu la rencontre avec Harry Crews. Et après, il y a un autre écrivain aussi qui a beaucoup compté sur toi. Pour toi, c'était Joe Lansdale, aussi, qui a été un peu l'initiateur d'un projet suivant, qui était le projet d'un film. Mais ça, je pense que tu peux en parler.
Oui, oui, tout à fait. Mais en fait, j'ai découvert Joe Lansdale avant Harry Cruz. C'était vraiment... c'était un recueil qui s'appelait Texas Strip que ma sœur m'avait offert quand j'avais dans les 16 ans. Et j'avais été très, très impressionné par cet univers. Et d'ailleurs, je pensais que tout était fantastique dedans, et en fait, ça l'était pas vraiment, parce que quand il parlait de la culture des drive-in, tout ce qu'il racontait était vrai, en fait, c'était du documentaire. Et déjà, ça m'intriguait, ces univers complètement fascinants. Et par Joe Lansdale, je me suis intéressé Mais c'est marrant, hein, parce que on commence style avec Stephen King, après on va vers Clive Barker, après on va vers Joe Lansdale, après on va vers Harry Cruz, de Harry Cruz on va vers Carson McCullers, puis on va vers Flannery O'Connor, puis on va vers Faulkner, et puis on finit avec la littérature classique du 19e, et donc moi j'ai eu un peu ce cheminement-là. Mais oui, Joe Lansdale, pareil, donc lui très ancré dans le Texas. Et c'est vrai qu'il a fait partie de mes motivations pour aller faire de la recherche de terrain. Et c'est là où j'ai commencé, c'est vrai, à faire toutes ces recherches sur ce phénomène des drive-in, et qui m'intéressait aussi par rapport à ces métaphores du fantôme et de la ruine, parce que là on est vraiment dans des lieux aujourd'hui qui sont réduits à des ruines, pour le coup, quand il reste des écrans, quand il reste des choses. Des fois ça a juste été recouvert, c'est des parkings maintenant, des marchés. Mais donc on est face à ces endroits, et c'est vrai que juste en regardant un écran déchiré, on imagine les personnes qui ont été là et qui ont eu des rêves de cinéma, en fait. Parce que dès que... et même si l'écran ne marche plus, dès qu'on voit les oiseaux autour et la nuit qui tombe, il y a quand même une magie qui s'opère. Et donc c'est vrai qu'il y a eu plusieurs voyages au Texas qui finiront par donner un film documentaire, mais aussi en parallèle, dont j'avais fait beaucoup de photographies sur tous ces drive-in abandonnés. Et c'est vrai que voilà, c'était aussi témoigner d'un passé dont on sait au moment où on le prend en photo et au moment où on écrit dessus plus tard que ça va disparaître. Enfin, que là, la photo tel drive-in qui m'a servi de base pour l'écriture, parce que là je suis vraiment parti des photos. Là on se dit voilà, là j'en parle, mais dans 2 ans peut-être même ces traces que j'ai photographiées elles seront plus là. Oui. Après, parce que moi je suis pas un photographe, alors moi j'ai des tas de livres de photographie, mais j'ai pas du tout une formation de photographe. Mais par cette démarche d'archives, je trouvais que le matériau photo avait une très très grande force et nourrissait l'écriture. Et c'est vrai que j'ai été pas mal inspiré. Là encore, c'est un livre que ma sœur m'avait offert, un livre de Patti Smith, parce qu'elle aussi, Patti Smith, c'est M Train. Elle utilise beaucoup le matériau photographique. Et en plus, elle a plein de passe-temps qui sont assez proches des miens, style quand elle se sent vraiment en affinité avec un auteur, elle peut pas s'empêcher d'aller sur sa tombe. Voilà, elle a besoin de faire ses cheminements avec les artistes qui ont compté pour elle. Et il y a un auteur allemand aussi qui s'appelle Sebald, qui utilise pareil le matériau photographique dans l'écriture, parce que là c'est vraiment la première fois que j'ai écrit à partir de photos. Alors il y a les photos que j'ai fouillées dans mes archives, et il y a les voyages que j'ai fait pour le livre, où là pareil, je travaillais suite aux photos prises. Là je composais le texte en fait. Oui, alors, juste avant de poser la question, juste si vous voulez aussi prendre la parole, vous pouvez demander le micro à n'importe quel moment, c'est tout à fait interactif.
Voilà. Ah oui. Et je voulais poser la question, parce que tu parles de photographie, tu parles effectivement de tout ce rapport à l'archive. Ça nous amène aussi à une dimension qui est très très présente dans le livre, c'est son côté muséal. Le fait qu'il y a beaucoup de visites de musées, il y a beaucoup de rencontres avec des conservateurs de musées, il y a quelque part il y a tout un rapport à la collection, un rapport au musée. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur tes musées Oui. du livre? Alors ça a été un travail, comme je disais, d'abord il y a le travail sur la première personne, ensuite il y a le travail sur les archives, ensuite il y a le travail à revenir sur les lieux de l'enfance, et puis moi qui m'intéressais, parce que le livre est parcouru comme ça de films qui ont marqué ma vie, qui ont été des sortes de bifurcation aussi, qui ont été des sortes de chocs sur la route, en lien avec le titre. Mais c'est vrai que donc on revient sur tout ce matériau, et il y a aussi les photographies, les cartes postales, les photographies d'exploitation de films qu'on a achetés sur des marchés, etc. Donc il y a un travail avec toutes ces archives. Et on se retrouve alors avec cette ambition qui est peut-être juste absurde d'aller vers une sorte de moment primitif. Serait le premier moment où nos obsessions se sont mis en place. Mais comme on s'amuse à ça, on revient toujours plus loin et en fait, on ne sait jamais. Puis je ne suis même pas sûr que ce moment il existe. Mais et on se retrouve à explorer sa vie comme si c'était un musée en fait. Oui. Et donc, on a des pièces, et je me suis vraiment senti comme un enquêteur. Alors, un enquêteur, un peu halluciné, parce qu'il avait lu trop de livres et vu trop de films un peu bizarres qu'on trouve dans le livre. Mais je me suis vraiment trouvé à faire une enquête et à travailler un peu comme un commissaire d'exposition. Aller à la bibliothèque, aller prendre les photos avec ses gants et tout ça. Mais quelque part, c'est le travail de presque 3 ans que j'ai fait avec ce livre, qui peut, oui, s'explorer comme une sorte de visite dans un musée où on aurait des allers-retours permanents entre présent et passé. Oui. Parce que là encore, pourquoi les fantômes, les ruines des parcs d'attractions, des drive-in, tout ça m'intéresse, c'est par rapport au sentiment que ça m'inspire aujourd'hui. Et ce que ça me dit d'un passé qui pour moi a de l'effet aujourd'hui. C'est pas nostalgique en fait, c'est plus des sortes de discussions avec ces espaces fantomatiques. Et justement, ça amène aussi, il y a une partie justement qui est très orientée là-dessus. Ça va, au niveau du micro, ça va, vous nous entendez? C'est toute la partie qui se déroule à la Nouvelle-Orléans, toute la partie où tu visites la Louisiane, qui là, pour le coup, il y a tout un côté extrêmement commémoratif, avec où tu visites où tu visites des tombes, tu visites des musées très spécifiques, où tu prends en photo des monuments. La Louisiane est réellement là où le sud du Texas est plutôt un lieu en ruine. Là, on est plutôt dans des choses qui sont beaucoup plus proches d'une sensibilité gothique à la Anne Rice, où il y a beaucoup de commémoration et il y a tout un art funéraire. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur cette partie du livre? Oui. Alors, la Nouvelle-Orléans était un point essentiel du livre. Donc, j'étais parti aussi de cette phrase de William Burroughs dans Le Festin nu, qui dit « La Nouvelle-Orléans est un musée mort ». Et cette phrase m'avait toujours intrigué. Et c'est vrai que quand j'ai travaillé sur toute cette tradition gothique du Sud, donc qui passe par des écrivains comme Harry Cruz ou Lansdale, et par tout un cinéma aussi, je sentais que mes explorations, qu'elles soient en Géorgie, en Floride, au Texas, elles allaient atteindre quelque part leur point limite, là où tous les écrivains, là où des tonnes de films ont été tournés sur le sujet, c'est à la Nouvelle-Orléans. Donc il fallait vraiment que je m'y confronte, que je prenne le temps, que je fasse comme
Herzog, c'est-à-dire vraiment voyager à pied, même si tout le monde me disait tu vas mourir, c'est dangereux, et ça l'était, mais je suis toujours là. Et c'était vraiment le meilleur moyen de s'immerger totalement dans cette Louisiane qui, après avoir travaillé sur tous ces films gothiques du Sud, mais là c'est juste qu'on est dedans en permanence en fait. Là-bas, il y a tout un commerce, un tourisme sur l'art du morbide, en fait, du macabre. Les entrées au cimetière sont payantes. Il y a des musées de la mort tant qu'on en veut. On achète des cartes postales tout en regardant des vidéos d'autopsie. Voilà, c'est... et puis tous les 5 mètres, il y a quand même une pseudo Marie Laveau qui va vous dire l'avenir et qui va vous faire du vaudou. Donc c'est vrai que c'était fascinant, même tous ces grands films gothiques du Sud, Les Proies avec Clint Eastwood ou Le Mandingo de Richard Fleischer, ils ont été tournés dans des maisons de plantation qui sont là-bas et maintenant que tu visites en payant une certaine somme, comme des parcs d'attractions en fait. Et là aussi c'était intéressant parce que on y va en se disant qu'on va se retrouver dans l'ambiance des films, mais en fait c'est assez aseptisé, tout ce commerce, et puis après ça vire au grotesque parce que par exemple, tous les alligators qu'on voit dans les bayous sont devenus accros au marshmallow. À force que les touristes leur donnent du marshmallow en permanence. C'est décevant. Bah oui, du coup, en fait, ils sont pas du tout dangereux. Mais et c'est vrai qu'au final, ça a été plus, par exemple, pour citer un exemple, en retournant sur les lieux de tournage de la saison 1 de True Detective, où là, je me suis vraiment senti dans un film. Ou même quand j'allais vers les vieilles rues où ils avaient tourné Down by Law de Jarmusch, là, j'avais l'impression d'être avec Tom Waits au milieu des détritus et des gens sous crack. Mais pour l'exemple de True Detective, c'est vrai qu'on se dit un lieu comme ça. En fait, il faut savoir que dans la série, je crois que ça s'appelle Fort Maycomb. Mais donc c'était un endroit qui a été détruit pendant la guerre de sécession et qui ensuite a été réputé hanté. Et donc il y a une sorte d'ambiance dedans qui fait qu'aucun touriste y va, les habitants du coin ne veulent pas y aller. Et quand on y était, donc il y a des longs couloirs comme ça, et la pierre est rouge. Comme si c'était une pierre qui saigne. Et alors il y a des symboles, oui, il y a des gens qui ont dessiné des symboles sataniques, il y a des fringues qui traînent. Les gens du coin pensent que il y a des gens qui y habitent, mais on ne les voit pas. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas. Ils veulent pas y aller parce que ils croient qu'on va se faire tuer. Bon, après, moi j'étais allé avec une amie, on s'est dit, mais on vient de l'autre bout du monde, on y va quand même, donc on est passé par les fenêtres et tout ça, et il y avait clairement une ambiance terrifiante avec ces bayous autour, les maisons sur pilotis, et puis c'est vrai qu'on entend des sons. Alors est-ce que c'est des oiseaux qui font ces sons étranges? Il y a plein d'oiseaux étranges là-bas, il y a les grackles, sont des oiseaux noirs qui font des bruits très stridents. Mais ouais, là, c'était vraiment une vraie... la magie de se retrouver dans un lieu où là, tu es dans un film. Et donc il y a toute cette partie donc voyage. Ensuite il y a toute une partie beaucoup plus cinéphile, là où tu vas là pour le coup on est plus dans la partie plus critique de cinéma. Le texte est je dirais entrecoupé alors il y a des films mais il y a aussi des artefacts, puisque tu vas beaucoup parler de poupées
et de mannequins, de poupées, etc. Est-ce que tu peux... Enfin, bon, j'ai mélangé deux questions en une. Est-ce que tu peux... toute la partie cinéma, je veux dire, quelle est la... Parce que tu as déjà écrit des livres sur le cinéma avant. Quelle est la spécificité de ce livre-là par rapport au précédent? Alors, déjà par rapport le livre, donc à la fin de la première partie, voilà, qui explore vraiment voilà, plus de 20 ans de voyage dans le sud américain, avec ce point terminal qui est la Louisiane. C'est vrai qu'à partir de là, ça devient plus des motifs obsédants. Et notamment dans tous ces voyages, qu'est-ce qui revient tout le temps dans ces photos que j'ai faites au fil des ans? Et c'est vrai que ce motif de la poupée, de l'automate, du trophée de chasse, était là, présent en permanence. Et donc là, ça a été aller creuser, aller chercher d'où viennent ces obsessions. Et donc, comme ça, oui, tout le livre est parcouru par des films qui m'ont peut-être mené à ces obsessions. Et donc, il y a un moment, il y a une anecdote, c'est sur le film Les Poupées de Stuart Gordon. Oui, Dolls en vidéo. Oui, voilà, et donc j'avais ce jeu de photos d'exploitation du film. Et il y avait des photos, et notamment des poupées que je ne trouvais pas dans le film, qui m'intriguaient, que j'ai toujours voulu retrouver en fait dans la vie réelle, parce que je m'étais fait plein de films autour de ces poupées, et forcément je les ai jamais trouvées, mais ça m'a amené à explorer plein de lieux, plein de choses, ces musées de poupées, les villages de poupées aussi qui n'existent plus, dont celui de Calvin Black. Ça c'est dans le désert de Californie, et c'est assez magnifique. Il y a un documentaire qui a été fait dessus qui s'appelle Possum Trot. Et là, c'est une histoire assez belle de pauvres gens du Sud qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Ils ont été en couple très tôt. Et lui, il avait une passion à faire des poupées. Et du coup, il prenait sur le bord de route tout ce qu'il trouvait, des bouts de pneus, des bouts de bois, etc. Et il a fait des poupées très primitives à qui il a donné à chacune un nom. Et il mettait un petit magnétophone à l'intérieur. Et elles avaient chacune leur personnalité. Et donc, ce village de poupées, c'est magnifique parce qu'elles sont animées par le vent. Donc dès qu'il y avait du vent dans le désert, elles devenaient vivantes, elles se mettaient à chanter. Et ce qui par contre est très triste, c'est que quand il est décédé, il ne voulait pas il voulait que sa femme détruise tout. Et elle, évidemment, c'était impossible parce que il y avait des traces de ce mari qu'elle avait aimé dans chacune des poupées. Et c'était comme leurs enfants, leur communauté. Mais elle, par contre, quand elle est décédée, tout a été vendu séparément à des prix d'or, à $80 000 la poupée. Et ce village n'existe plus, et ces poupées sont séparées les unes des autres. Mais j'ai eu la chance, donc, du coup, d'être en contact avec Ali Light, la réalisatrice de ce documentaire, qui a retrouvé des photos de cette époque. Et voilà, je ne sais pas si j'ai un peu répondu, je ne sais plus, là c'était sur les poupées. La question était un petit peu confuse parce qu'il y avait toute la partie critique de cinéma, ouais, et toute la partie où tu parlais plus de ce que j'appelle des artefacts, c'est-à-dire les mannequins, ouais. Les automates et les poupées. Mais parce que tous ces objets sont là dans les voyages en fait. Ils sont là tout le temps, et à chaque fois c'est vrai que j'essaie de faire des échos. Avec des films, des genres cinématographiques aussi, où je trouve des effets miroirs en fait. Oui, tout à fait. C'est ça. Et pour moi, c'était une manière de parler du cinéma qui était beaucoup plus vivante. Parce que déjà, il y avait une confrontation au réel. Et encore une fois, là, je parlais de cet exemple
donc de ces poupées de Calvin Black, ou moi essayer de retrouver les poupées de Stuart Gordon. D'ailleurs, dans ma démarche, j'ai interviewé le gars qui a fait les effets spéciaux du film, parce qu'on essaie de trouver, voilà, on est toujours un enquêteur. Oui. Bon, ça ne veut pas dire qu'on trouve à la fin, hein, ça peut être déceptif, mais c'est quand même la démarche d'essayer de... la magie qu'on trouve dans ces films, d'essayer de la chercher dans le réel, en fait. Vous écoutez Maxime Lachaud, auteur de Shock Roads, des cauchemars américains au film Rêve, édition Timeless, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 7 mars 2026. Et là, il y a toute une dernière partie aussi qui est assez singulière. Elle tranche un petit peu d'ailleurs avec le reste du livre. C'est toute la partie où tu parles du cinéma pornographique américain expérimental, partie très intéressante, mais du coup qui sort un petit peu je dirais des thèmes que tu traites dans le reste du livre. Est-ce que tu pourrais en dire plus sur cette partie-là? Ouais, alors moi je la vois plus comme l'aboutissement, parce que tout au long du livre, on est toujours dans ce cinéma qui est... après, il faut que j'explique un peu la structure. Donc, au tout début du livre, moi, ma cinéphilie, elle n'est pas traditionnelle. Hein. Moi, j'ai toujours été attiré par des films qui sont quelque part entre le film d'art et le film d'exploitation, entre le film d'horreur et le cinéma onirique. Et donc, le tout début du voyage, je pars à Paris, en fait, et je vais dans ce que Roger Caillois appelle les immeubles plats, où il dit que ce sont des bâtiments, évidemment, où l'humain ne peut pas rentrer. C'est des immeubles fins comme ça, dans tout le 15e arrondissement. Il dit que ces immeubles ont été faits pour le personnage de Nosferatu dans le film de Murnau, le film du début des années 20. Et moi, j'ai pris ça comme un point de départ pour explorer ce cinéma qui mêle l'horrifique et l'onirique, avec toujours cette phrase importante de Nosferatu, c'est dès qu'il eut passé le pont... Les fantômes viennent à sa rencontre. Voilà, les fantômes viennent à sa rencontre. Donc c'est cette exploration des immeubles plats parisiens, c'était me confronter déjà à un monde entre le visible et l'invisible, en fait. Donc c'est là où je commence à explorer ce cinéma, donc ces films qui ponctuent tous mes voyages, en fait. Et justement, ce cinéma donc, qui est très peu connu, puis voilà, qui a l'air assez extrême, donc ce porno expérimental des années 70, qui s'inspire quand même de Jean Genet, de Kenneth Anger. C'est presque un aboutissement de ces formes oniriques de cinéma. Parce qu'on n'est que dans de la fantasmagorie, dans du psychédélisme. Bon, évidemment, les personnages, ils prennent souvent des champignons hallucinogènes. Et c'est même ça qui m'amène, dans la dernière partie, quand je suis dans le porno gay, à aller au musée Rodin, où des films porno gay expérimentaux ont été tournés en cachette. et là encore, ça donne toute une autre vision de Rodin, ça c'est sûr. Et c'est là, par contre, vu qu'on est dans des rêves de cinéma tout du long, forcément on en arrive au fantasme. Et donc, moi je le vois plus comme une sorte de crescendo, où c'est vrai qu'au fur et à mesure, il y a des œuvres de plus en plus érotiques qui sont abordées. Et au final, quand j'étais dans ces vieux clubs sordides à la Nouvelle-Orléans ou en Hambourg, c'était quelque part là que Oui, parce qu'Hambourg est aussi pour moi une ville écho à la Nouvelle-Orléans. C'est aussi une ville de cinéma. Il y a eu énormément de films qui ont été tournés là-bas. D'ailleurs, on est retourné sur les lieux de tournage de L'Ami américain avec une amie. Et c'est vrai que même le lieu où le personnage de Ripley habite, on dirait
une maison de plantation coloniale comme au 19e en Louisiane. Donc il y avait plein d'échos comme ça. Et c'est vrai que, voilà, bizarrement, hein, se retrouver dans des WC sordides, dans des clubs gays, ou dans des endroits où des serial killers ont sévi, ça semblait le cheminement logique du livre. Oui. Mais juste, je me posais la question, les glaçons, ça sert à quoi dans les toilettes ? Ah alors ça c'est totalement fascinant, mais moi il y a beaucoup d'anecdotes sur les toilettes dans les pays étrangers, mais je pense que je vais faire un livre sur les WC dans le monde entier. C'est un bon sujet. Mais c'est passionnant. Oui. Il y avait Martin Monestier, il avait fait un livre assez génial sur les pratiques autour des excréments. Oui, tout à fait, oui. Mais donc là, évidemment, la première fois que je vais au Texas, tout le monde arrive, mais forcément, on a ces sortes de lavabos très étroits et où on cherche désespérément une chasse d'eau. Hein. Il n'y en a pas. Il y a ces sortes de petits savons roses sur le bord. Après coup, je me suis aperçu que ce n'était pas des savons, mais au départ, je ne le savais pas. Et donc, en fait, les gens font pipi sur les glaçons, et après les glaçons fondent, et après on remet des glaçons. Ça se tient. Donc voilà, ça c'est aux États-Unis, hein, en tout cas dans le sud des États-Unis. Beaucoup d'endroits avaient des WC comme ça. Et puis après, oui, quand on était dans les bars de Hambourg, alors là c'était encore plus impressionnant parce que du coup, là il n'y avait rien. En fait, c'était juste des murs blancs avec des traces jaunes sur le mur, vu qu'il n'y a même pas les glaçons. Et il n'y a même pas d'évacuation. C'est rustique. Oui. Et donc c'est vrai, il y a toujours cet peu humour décalé dans le livre, c'est que souvent les chapitres finissent dans des toilettes. Oui. Dans mon livre précédent, dans Potemkin, le cinéma halluciné, à travers tout le travail autour de l'édition vidéo, je m'étais déjà intéressé à cette tradition onirique au cinéma, qui permettait vraiment de faire entrer des artistes dans une filiation, de parler d'une histoire du cinéma qui n'était pas forcément celle du surréalisme, ou l'histoire de tous ces réalisateurs qui travaillent autour des rêves, des états de veille, des états de rêverie. Donc là, ce livre-là, je parlais beaucoup de Werner Herzog, de David Lynch, de Nicolas Roeg, ce genre de cinéaste. Donc voilà, j'avais fait toutes ces recherches là-dessus. Mais en fait, c'est comme avec le livre que j'avais fait avant sur les rednecks. C'est que après coup, voilà, le livre, on le connaît, on se dit « Ah, mais j'ai pas abordé telle chose, j'aurais pu faire un chapitre sur ça. » Donc par exemple, sur le livre des rednecks, il me semblait qu'il me manquait, pour faire vraiment un tour du gothique du Sud, un chapitre sur les mélodrames historiques excessifs, j'ai envie de dire. Quand Hollywood, dans les années 70, pétait les plombs et faisait pire que le cinéma d'exploitation. Donc c'était des films comme Mandingo, Une fille nommée Loli Madonna. Et pourtant, c'est des films qui m'ont énormément marqué, autant que Délivrance ou Massacre à la tronçonneuse. Et à l'époque, je sentais qu'il y avait ce manque. Et là, en retravaillant sur tous ces voyages, ces lieux où j'allais me retrouver, même sur les lieux de tournage de ces films-là, je me suis rendu compte que c'est ici qu'ils avaient leur place. Et de la même manière, vu que c'est un livre sur les rêves de cinéma, les fantasmes qu'on a dans la tête, qu'on voit certains lieux filmés, forcément, j'allais développer encore plus toute cette approche du cinéma qu'on peut dire hypnagogique, on veut dire les films de trance, les films trip,
Tout ça parce que, oui, on est aussi... quand dans le réel, on se retrouve avec tant d'informations, tant d'imagerie, on est sous trip, en fait. Et donc forcément, c'était... j'ai presque envie de dire que la première partie du livre, c'est la suite de Redneck Movies, et la seconde partie, c'est la suite du cinéma halluciné, en fait. Et qui finit, oui, dans ces films gays expérimentaux. Mais pour moi, tout ça, oui, c'est un cheminement logique, ouais. Je ne sais pas si j'ai répondu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors c'est embêtant parce que vu que le livre il sort à peine, vous n'avez pas pu le lire avant. Donc ça... Oui. Ah oui, la couverture. Donc oui, alors ça c'était une image qui m'a parlé de suite en fait. C'est un plan, vraiment quelques secondes, d'un film qui s'appelle Réveil dans la terreur, Wake in Fright, où on a ce personnage avec sa valise au milieu de ces arbres un peu menaçants et cette lumière dorée crépusculaire. C'est tellement des scènes que j'ai vécues dans le réel et que je raconte dans le livre, et aussi avec je suis jamais allé en Australie, même si j'ai des cousins australiens. Et c'est vrai qu'un film comme celui-là m'a fait totalement fantasmer le territoire. J'ai l'impression d'avoir parcouru l'Australie. Je dévore le cinéma australien depuis des décennies et j'ai l'impression presque de connaître l'Outback, mais c'est qu'un délire. J'y suis jamais allé en vrai. Et j'ai eu les mêmes sentiments, voilà, avec les paysages du sud des États-Unis. Et alors que, là encore, des fois c'est encore mieux, c'est encore plus puissant que ce qu'on imagine. Et des fois, ça n'a absolument rien à voir. Dans un moment, je pars à Paris, Texas, avec le film de Wim Wenders dans la tête. Alors autant à Hambourg, l'ami américain, on a retrouvé des traces, le magasin où travaillaient les personnages et tout. Mais en fait, Paris, Texas, c'est faux, parce qu'en fait, il n'a pas tourné à Paris, Texas, son film. C'est pas du tout. En fait, il a tourné vraiment dans l'ouest du Texas, parce que en fait, Paris, Texas, c'est très boisé, c'est très vert, et c'est une sorte d'imitation un peu grotesque de Paris, où il y a une mini tour Eiffel, une fausse cathédrale Notre-Dame, et bon, avec des noms un peu français comme ça. Mais il y a un seul magasin de burgers et un magasin d'antiquités, en fait. C'est tout ce qu'il y a. Donc en fait, on est plus dans un vrai décor de film de redneck à la Délivrance, plutôt que dans le film de Wenders. Mais voilà, cette image, elle m'avait parlé parce qu'aussi cette lumière du soir, c'est aussi quand on a filmé aussi aux États-Unis, c'est toujours cette lumière qu'on cherchait. Et ce personnage où on ne sait pas s'il avance vers nous ou s'il part en arrière. Et on ne sait même pas si lui-même, il n'est pas une apparition, en fait. Il n'est pas lui-même un fantôme. Et donc voilà, je tenais beaucoup à cette image et je suis content qu'elle soit en couverture. Merci Max. Moi, dans tous les films que j'ai pu voir sur la Nouvelle-Irlande, ou du moins les films horrifiques ou les lectures que j'ai pu faire, à chaque fois, à titre personnel, j'ai ressenti en fait que j'étouffais en permanence. Que ce soit au travers des images, est-ce que c'est quelque chose que toi tu as pu voir en fait dans l'ensemble en fait des films ou des écrits que tu as pu lire et voir, et est-ce que tu as ressenti ça aussi dans la réalité au travers de tes visites? Oui. Une sensation plus d'étouffement, tu veux dire? Oui, carrément. Après, j'ai envie de dire, c'est presque la base du gothique du Sud. On est dans des paysages extérieurs, mais c'est des paysages où on peut jamais partir, où on est comme dans des cercles concentriques. D'ailleurs, les films, on est toujours dans des boucles et on n'en sort pas. Et alors là, la Nouvelle-Orléans, vraiment, entre le climat,
Et puis l'angoisse aussi, bon, c'est une des villes les plus violentes des États-Unis. Le fait en plus d'avoir fait ce choix de tout faire à pied, c'est-à-dire aussi à des moments de prendre les transports en commun, le tramway, tout ça, on se retrouve du coup avec la population la plus pauvre, la plus rejetée des États-Unis. Parce que aux États-Unis, t'as pas une voiture, t'existes pas en fait. Et souvent dans la rue, il y avait des gens qui s'arrêtaient en pick-up et ils nous engueulaient. Ils disaient montez, vous restez pas là. Mais on restait quand même dans la rue à marcher. On n'était pas très très nombreux. Et d'ailleurs, je demandais à un moment un hôte dans les Airbnb. Ça aussi, les Airbnb, c'est assez fantastique dans les voyages. Mais je demandais pourquoi pour faire 5 mètres, 15 mètres, ils prennent la voiture. Et il me disait que sinon, ils allaient avoir... c'est vrai qu'il fait tellement chaud, ces auréoles d'humidité. C'était pour pas suer, son explication. Après, il faut quand même dire que les moustiques et tout ça, c'est quand même super agressif. Donc, dès que tu rentres dans un lieu, évidemment, tu as des prises et tout ça. Mais dès que tu sors, tu es dévoré. Donc, tu es sans arrêt quand même agressé par le climat. Notamment quand la nuit tombe, où là, tu deviens une passoire. Et aussi, il y a un sentiment de menace assez permanent. Et même ce tourisme, il est assez sordide. Là, tu vois, si tu vas dans le quartier français, tu vois ces touristes là sur leurs chevaux qui se baladent, ils passent devant la maison Faulkner, ça a l'air tout beau. Et dès que tu vas un peu plus en périphérie, quand tu marches justement, là tu vois les chevaux en cage qui ont l'air juste malheureux. Tu vois toutes les attractions qui sont complètement jetées sous les ponts comme ça sur des centaines et des centaines de mètres. D'ailleurs au moment où j'ai pris une photo, on dirait une sorte de nature morte. T'as deux squelettes l'un sur l'autre qui ont été jetés comme ça, mais on dirait qu'ils se font baiser. Et voilà, c'était sous un pont. Et après, t'as le climat. Moi, quand j'y étais, t'as les alertes, comme ce qu'on a eu il n'y a pas longtemps ici en même temps. Mais tu vois, t'as les alertes. Donc là, tu ne dois plus sortir. Les Airbnb eux-mêmes, ils ressemblaient vraiment à des cercueils. Les gens, nous, on était dans un quartier, une population entièrement afro-américaine, et le gars n'ouvrait jamais les fenêtres. Au bout de 3 jours, il s'est fait agresser. Il est revenu avec des agrafes sur le front. Donc ouais, l'impression d'être enterré vivant en Louisiane. Et en plus, on est allé sur les lieux où il y a eu Katrina et tout ça. Oui, surtout que quand tu te balades dans les parcs, autour de toi, tu as le niveau d'eau qui est au-dessus. Donc, c'est pas un horizon plat, c'est un horizon où tu as l'eau qui est au-dessus de toi, en fait. C'est très, très étrange. Et... non, ouais, c'est une ville unique. Et après, j'ai bien vu avec les gens que j'ai rencontrés là-bas, que c'est aussi une ville qui te happe et que tu peux vite tomber dans l'alcoolisme, dans les addictions. Parce aussi, il y a les rapports humains sont très très forts. Les gens, ce qu'ils te donnent humainement là-bas, c'est très 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 puissant. Et ouais, l'enfermement, oui, c'est normal qu'on le ressente. Merci Maxime pour ton témoignage. On s'était rencontrés un petit peu par hasard il y a fort longtemps autour de Cormac McCarthy. Et dans ce que tu disais, je trouve très intéressant la manière dont tu parles de la trace, de ce qui reste, et la manière dont cette trace peut éventuellement nous parler pour déconstruire des fictions, ou nous parler de nous-mêmes, au fond. C'est ce que je trouve d'intéressant dans ton nouveau bouquin, où
tu assumes un jeu qui jusque-là tu avais hésité à entreprendre. Donc voilà, je voulais te dire ça, c'est un pas tout à fait intéressant. Et juste, je repensais en t'écoutant à une expo qui a en ce moment au Château d'Eau d'une photographe qui s'appelle Sophie Zénon, qui fait un travail justement sur la trace à partir de son histoire à elle personnelle. Et je trouve que ça donne un éclairage aussi, ou en tout cas un écho tout à fait intéressant à ce que tu rapportes. Voilà, les traces nous parlent aussi de nous. Oui, carrément. Et c'est pour ça aussi que j'ai dû faire aussi chemin arrière, revenir sur les lieux où j'ai laissé des traces. Et aussi, il y a eu quand même quelque chose d'important qui m'a motivé à écrire ce livre. Donc moi, je fais des interviews depuis que j'ai 16 ans. Hein. Donc, j'avais compté il y a quelques années, j'avais interviewé plus de 1300 personnes, mais c'était il y a déjà 10 ans. Mais donc, c'est vrai que ces personnes elles disparaissent, elles nous ont marqués, même si parfois on les a rencontrées qu'une fois, c'est quelque chose qu'on garde pour la vie. Et en fait, j'ai des traces avec moi, vu que je suis archiviste. J'ai des traces, j'ai ces enregistrements, j'ai ces photographies, j'ai ces témoignages que j'ai pris à certains moments. Et c'est vrai que ce livre, qui peut aussi s'apparenter à des formes de mémoire, en fait, qui aurait la forme d'un périple, mais j'ai totalement travaillé sur toutes ces traces qui sont là autour de moi, en fait, et qui sont autant des traces physiques, voilà, comme on disait, des photographies, des papiers, des flyers, mais que les traces de ces personnes que j'ai rencontrées et qui ne sont plus là. Et c'est vrai, quelque part, je voulais, un peu à la Patti Smith, faire une sorte de mémorial à travers ce livre. Mais pas un mémorial triste, parce que le livre, il est aussi assez drôle. Hein. Mais quelque chose d'assez... une sorte de cérémonie, voilà, où je rassemblerai ce casting de fous, en fait. Il y a juste une petite parenthèse, il y a quelque chose dont on n'a pas discuté, c'est toute la partie italienne, puisqu'on avait... je dis on parce qu'on était inclus dans le même voyage à l'époque. Ouais. À propos du livre sur le Mondo, on avait visité Varèse. Et il y a tout un chapitre où tu parles de ce voyage, des photos qu'on avait prises à l'époque. Alors ça date, puisque ça remonte à 2009, si ma mémoire est bonne. Mais c'était une histoire aussi assez singulière. Là aussi, c'est des personnalités... comme tous ces artistes dont je parle, qui ont créé un monde. Eux, ils ont vraiment créé une sorte d'Afrique fantasmatique à travers tous les rituels qu'ils ont rassemblés, filmés. Et puis ce musée qui était dingo, ils avaient un musée au milieu de nulle part où il n'y avait personne. En fait, on est en train de parler des frères Angelo et Alfredo Castiglioni. Leur nom, c'est les Castiglioni. Voilà, c'est deux cinéastes Mondo qui ont été célèbres pour 5 longs métrages qui étaient considérés comme les films Mondo les plus violents de l'histoire. Il faut rappeler que le Mondo, c'était des documentaires chocs tournés aux 4 coins du monde où les réalisateurs partaient filmer tout ce qu'on pouvait trouver de choquant, violent ou bizarre. Et les Castiglioni étaient spécialisés dans les rituels africains. Donc ils avaient filmé des rituels de fertilité, des rituels mortuaires, des films qui étaient d'une violence telle que vers les années 80, ils ont presque éteint le genre, tellement les films allaient loin dans la violence. Et on avait pu les rencontrer, donc de leur vivant évidemment, à Varèse, en Italie. Et on avait visité leur musée et pris des photos de leurs archives. Oui, et c'est ça aussi qui était très motivant, pour écrire ce livre, c'est... là, pareil, c'est des personnalités qui sont importantes qu'on rencontre, et puis ils décèdent dans un quasi-anonymat, en fait. Moi, c'est ça qui m'avait assez surpris, c'est que à part 2-3 articles dans la presse de Milan et tout ça, en fait, ils ont disparu comme ça.
le musée, a priori, ce musée qui est fou, vu que voilà, c'est plein d'objets de cinéma qui sont rassemblés dans un parc. A priori, il existe toujours. Mais est-ce qu'il est ouvert au public? Ça, je ne sais pas. Mais voilà, ça aussi, c'est dans cette démarche de... oui, faire une sorte de mémorial quand même de tous ces artistes qui ont créé des mondes assez fous, en fait. Même si là, en l'occurrence, on est dans le documentaire, donc on est dans une démarche qui est assez particulière, puisqu'on part du réel pour aller vers une forme de... Mais après, voilà, bon, après, on le sait que même dans le documentaire, il y a beaucoup de fantasmatique, autant que dans le cinéma de fiction. Tout à fait. Donc voilà, d'ailleurs, c'est vrai que dans le livre, je ne fais pas de distinction entre documentaire et fiction, parce qu'au final, on est toujours dans de la rêverie et du fantasme. Et oui, donc du coup, ça nous amène, donc, juste pour conclure, du coup, puisque je sais pas s'il faut... En fait, on est du coup entre, quelque part, l'Amérique, l'Europe, et une sorte d'état d'entre-deux, puisque tu parles beaucoup de rêves, je dirais, Donc voilà, donc on part des États-Unis, on arrive vers ce que tu appelles le film rêve. Ouais. Et puis on part vers ces... les films rêves, au final, c'est ces films qui ont la forme de rêve, qui en prennent toutes les... qui obéissent à la structure du rêve, en fait, et qui ont dirigé quelque part tous ces voyages. Mais oui, ça rejoint le cinéma hypnagogique dont on parlait, mais c'est vrai que au final, il y a tous ces voyages dans le concret, mais il y a aussi les voyages, encore une fois, partir sur ces immeubles plats créés pour des êtres fantomatiques et filiformes. Oui, c'était une bonne porte d'entrée pour tous ces états d'entre-deux qu'après coup j'ai visité. Et forcément, les marécages, tous ces paysages, on est dans de l'entre-deux. On est toujours quelque part dans le fantastique. Dès qu'on va traîner dans des musées de poupées ou dans des marécages, le réel devient toujours fantastique. Donc tu parles effectivement du GOT, de l'Amérique du Sud, en fait, du Sud d'Amérique avec la Louisiane, etc. Tu parles beaucoup d'images, de ta vision, de ton ressenti, etc. Qu'en est-il de l'ambiance sonore? Y a-t-il en fait un son propre, je dirais GOT peut-être, propre à ce Sud de l'Amérique que tu as pu constater et qui est présent en fait aussi dans les films que tu as pu voir, dont tu relates les histoires en fait dans ton livre? Carrément, parce que moi j'ai toujours un zoom enregistreur HKN, il s'appelle, avec moi, parce que les sons, ils sont hallucinants. Déjà, c'est pas la même faune. Puis t'as plein de sons très très différents. Le son de la nuit n'a rien à voir avec celui d'ici. Donc en fait, j'ai fait beaucoup d'enregistrements. Mais ça, par contre, j'ai travaillé dessus avec un projet musical qui s'appelle Ashburn County, qui est un peu inspiré des contes imaginaires de Faulkner, une sorte de Yoknapatawpha en version sonore, où là, j'utilise énormément ces field recordings que j'ai fait là-bas. Après, à retranscrire dans un livre, c'est beaucoup plus compliqué à retranscrire le son. Alors, je cite des musiciens, il y en a que j'interviewe sur la route. La citation est très très importante dans le livre aussi, parce que c'est vrai que dès que j'étais, depuis que je suis ado, je collecte, j'ai toujours des cahiers de citations, parce que j'ai toujours trouvé que c'était mieux que des carnets intimes. Je pense que les autres, des fois, ils expliquent mieux nos ressentis personnels que nous-mêmes, on pourrait le faire. Et en même temps, on peut se dédouaner en disant « Ah, mais c'est pas moi qui l'ai dit », si quelqu'un tombe dessus. Mais donc voilà, il y a beaucoup de citations, il y a la voix de certains musiciens.
Mais voilà, alors toutes ces prises son, ça va être plus dans les films ou la musique que je fais en parallèle qu'on pourra mieux le sentir. Là, dans un livre, pour l'instant, je ne sais pas comment on fait pour mettre un accompagnement sonore. Merci beaucoup. Merci. Il s'agissait d'une rencontre avec Maxime Lachaud autour de la parution aux éditions Timeless de son livre intitulé Shock Roads, des cauchemars américains au film rêve, enregistré à la librairie Ombre Blanche, samedi 7 mars 2026. Réalisation et mise en onde, Radio en collaboration avec Radio Plus et Radio Terre.